Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV, chers amis internautes. Bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce 30 septembre 2023 pour lequel j'ai convié en plateau Mohamed Liadi qui est consultant en communication politique. Il sera face à Gadiel Adouvo, analyste politique, chroniqueur politique. Avec eux, nous essaierons de commenter les différents sujets qui ont animé les débats au sein de l'opinion publique nationale, notamment cette polémique autour de la présence d'une base française au Bénin, ceci en lien avec la crise politique au Niger. On en parlera dans le décryptage de ce matin. On parlera également de l'incendie meurtrier de l'entrepôt de contrebande à Sémécraké. On en parlera également au cours du numéro de ce matin. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, je vous invite à suivre cette pub de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, une pub qui vous présente les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2023-2024 sur ces différents campus à Cotonou, notamment à Gbedjoromede et à Kpakpa, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjoromede, à Kpakpa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjoromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Abomey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec Mohamed Liamidi. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être à nos côtés ce matin. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes consultant en communication politique. Gadiel Adouvo, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, analyste politique. Alors Mohamed Liadi, depuis le coup d'État du 26 juillet dernier au Niger, les commentaires vont dans tous les sens. Et au Bénin, cette semaine, on a eu cette opinion. L'opinion s'est cristallisée autour de la présence ou non d'une base militaire au Bénin qui devrait quand même faciliter l'assaut pour déchoir les putschistes. Mais le porte-parole du gouvernement est monté au créneau pour faire savoir qu'il n'y a pas de base militaire au Bénin. Néanmoins, le paradoxe demeure. Évidemment, vous savez, nous sommes à l'ère de la guerre de l'information. Une guerre d'information entre ceux qui pensent que la révolution aujourd'hui, enfin ceux qui s'attribuent, comment je vais dire, ceux qui s'appellent panafricanistes, les néo-panafricanistes, et qui pensent que aujourd'hui la révolution se trouve au bout des canons, c'est-à-dire les adeptes des coups d'État, les adeptes de la théorie du complot, qui pensent que la présence d'une base militaire sur un sol enlève d'une manière ou d'une autre l'autonomie, la souveraineté à ce peuple-là, à ce pays-là qui accueille cette base. Et donc, nous sommes dans cette guerre d'information entre ceux-là et ceux de l'autre côté qui pensent que le fait de collaborer, puisque nous sommes dans un monde ouvert, nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Nous avons besoin de nous développer, donc nous avons besoin de nourrir une certaine collaboration avec tous les pays du monde. Que ce soit des anciens colonisateurs, que ce soit une ancienne puissance colonisatrice, avoir des relations bien sûr que moi j'appelle des relations décomplexées, c'est-à-dire que des relations où chacun définit ses intérêts et y va selon ce qu'il juge nécessaire pour son développement
dans le temps. Et donc, voilà la guerre d'information ouverte entre ces deux positions. Et le fait d'agiter des polémiques, ceux qui pensent qu'il suffit, pour faire la révolution, il faut agiter les polémiques sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas comme ça qu'on arrivera au développement. Le développement n'est plus au bout des canons. Le développement n'est pas dans les agitations sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le fait de crier. C'est-à-dire ce que j'appelle les officines du mensonge. Il y a aujourd'hui, cette guerre d'information aujourd'hui crée ce qu'on appelle les officines du mensonge. Ceux qui sont chargés de produire une certaine désinformation pour en fait amener les gens à croire ce qu'ils veulent qu'il soit juste. C'est-à-dire qu'ils transforment leurs besoins en connaissances. La chose n'est pas vraie, mais on veut que cela soit ainsi. On veut manipuler le peuple afin de retourner le peuple de ces pays-là contre une certaine puissance et entrer dans une guerre des puissances et transporter cette guerre que l'on voit ailleurs, transporter sur notre sol ici et faire en sorte de nourrir de plus en plus le sentiment, pour être plus précis, le sentiment anti-français. Mais à vous entendre, donc on peut déduire de vos propos qu'il n'y a pas de base militaire au Bénin. Base militaire française. L'installation d'une base militaire, pour ce que je sais, ça ne se fait pas dans la clandestinité. Ça ne se fait pas dans l'autarcie. C'est une coopération entre deux pays. Acceptez-vous ou non, on débat des modalités, on pose le problème sur la table. C'est quelque chose ça ne se décide pas dans une chambre, ça ne se décide pas seulement quelque part dans un bureau. C'est-à-dire les deux pays qui veulent collaborer sur ça acceptent le principe. Et cela ne se fait pas, c'est-à-dire que cela ne se fait pas sans la volonté de Dieu. Puisque pour pouvoir installer la base au Niger, par exemple, quand je prends le cas le plus récent du Niger, les députés élus par le peuple nigérien ont dû donner l'autorisation au chef de l'État, le président Bazoum, d'accueillir cette base sur le sol nigérien. Donc ça ne se fait pas dans l'autarcie. Il ne suffit pas d'agiter que l'on veut construire une base, qu'il y a la construction d'une base. Ils ont même parlé de construction en cours d'une base. Ça ne se fait pas comme ça. Donc il est tout à fait inutile d'agiter de ces polémiques. C'est beaucoup plus ce que nous ne voyons pas. C'est-à-dire que nous sommes entrés dans un monde où il faut se préparer. Regardez la Douva. Si je vais m'en tenir aux propos du porte-parole du gouvernement, M. Léandre Mbedi, il n'y a pas de base militaire au Bénin, mais jusque depuis quelque temps, quant à la personne et quant à l'effectivité, quant à la pertinence de ses propos, il y a en fait un petit décalage. Parce qu'en réalité, c'est trop facile aujourd'hui de nous déclarer qu'il n'y a pas de base militaire au Bénin, tandis qu'il y a des personnes là-bas qui ont fait naître la rumeur de la présence des forces militaires. Le porte-parole du gouvernement a été très intelligent en parlant d'instructeurs français, une expression que jusque-là, j'ai bien envie de beaucoup plus comprendre. Il a complètement démenti l'information selon laquelle il y aurait des bases militaires françaises au nord du Bénin. Et c'est là que moi j'en appelle aux journalistes d'investigation qui malheureusement ont une relative tendance à ne pas vouloir aller nous chercher la bonne information. La guerre de désinformation dont mon ami d'en face parlait, pour moi, elle n'est pas totalement mauvaise. Parce que nous sommes dans un pays où la population a droit à l'information. Je crois qu'il est très important qu'on puisse nous confronter nos informations pour pouvoir avoir la réelle information. Parce que là, nous sommes assez sous-informés. La seule source d'information que nous avons, c'est la source qui est celle du pouvoir. Le porte-parole vient, il fait des allégations. Et les journalistes... Des allégations ou bien... Sur ces allégations, nous n'avons pas... L'allégation, c'est péjoratif, c'est-à-dire que vous estimez que... Non, en fait, l'allégation n'est pas péjorative. Une allégation, c'est un propos. Maintenant, nous n'avons pas de contre-propos. Oui. Nous n'avons pas de contre-propos venant de sources réelles, de sources administratives ou de sources réglementaires. Et c'est de là que moi, je veux parler des journalistes d'investigation qui étaient censés nous donner une contre-information. Malheureusement, étant donné que je ne suis pas parti... Les journalistes aussi peuvent vous manipuler l'information, parfois. Mais il est quand même important qu'ils puissent avoir qu'on puisse savoir quoi choisir. Et malheureusement, étant donné qu'il n'y a pas de journalistes d'investigation qui soient allés là-bas... Il y en a au Bénin, vous lisez les journaux. Des photos et des vidéos à l'appui. Malheureusement, étant donné qu'ils ont montré leur inactivité... Il y en a de talentueux journalistes. Depuis quelque temps. D'investigation au Bénin. Je crois que je suis obligé, et je le dis avec toute l'amertume que cela demande, de croire ce que le porte-parole du gouvernement dit. Mais est-ce que vous fouillez tous les journaux béninois, notamment ceux de la presse écrite? Il est absolument... Est-ce que vous lisez tous les articles qui sont... Il est absolument impossible de fouiller tous les journaux. Néanmoins, je fais le minimum de recherche, en fait, pour, en tout cas, avoir... Parce qu'il y a des journaux qui sont spécialisés dans tout ce qui est lié à l'armée. Hein. Et est-ce que nous avons des contre-informations vis-à-vis de la présence des
des forces militaires françaises au nord. Pourquoi vous À cherchez part- des contre-informations s'il n'y a pas d'informations pour contrer ce que le porte-parole dit? Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, en voulant finir, qu'avec beaucoup d'amertume, j'accepte le propos du porte-parole du gouvernement. Alors, je reviens vers vous, Mohamed Liamidi. Qu'il y ait des militaires ou même une base militaire, cela ne choque personne, mais l'inquiétude des uns des autres, c'est que cette base-là serve de pôle pour attaquer le Niger à l'effet de balayer tous ceux qui ont été les leads du putsch qu'on a connu le 26 juillet dernier. Ça participe toujours de ce que j'appelle une guerre d'information qui amène en réalité vers une désinformation. Mais est-ce que vous pensez que la CEDEAO a déjà laissé tomber son plan de balayer les putschistes et d'installer Mohamed Bazoum au pouvoir? Il ne s'agit pas, à mon avis, de penser que la CEDEAO a laissé tomber ou non. Il s'agit de suivre la ligne que la CEDEAO a déclinée depuis que la crise s'est installée au Niger, depuis que certains, le général Tchani et sa bande, ont décidé d'interrompre l'ordre constitutionnel, de mettre un arrêt au processus démocratique au Niger. Parce que, permettez-moi de revenir rapidement à ce que disait mon ami tout à l'heure. Lorsque vous parlez du fait que vous n'avez pas une information, ce n'est pas d'abord parce qu'il n'y a pas de journalistes, c'est d'abord parce qu'en face de ceux qui gouvernent, il n'y a pas une opposition qui tient, qui dit lorsque vous tenez votre parole, voici aussi la nôtre. Par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous proposez, voici ce que nous disons. Ils se taisent. À la limite, ils se couchent. C'est comme si rien ne se passe. C'est comme si ce qui se passe ne les concerne pas. À la limite, c'est aller faire un meeting pour demander au gouvernement de ne pas respecter les décisions de la CEDEAO auxquelles le président représentant notre pays, représentant le Bénin, n'appuie pas. Une instance à laquelle vous êtes parti et que vous prenez une décision au nom de l'instance et vous demandez maintenant à un gouvernement responsable de ne pas respecter ces décisions, c'est totalement irresponsable. Ça ne se fait pas. Si eux, ils étaient au pouvoir, est-ce qu'ils allaient tenir? Est-ce qu'ils allaient penser qu'il ne faut pas respecter une décision? Est-ce que vous estimez que si le président Boni était au pouvoir, il allait faire la même chose? Je voudrais leur poser la question à ceux qui... Moi, je ne fais qu'une analyse. Je veux poser la question à ceux qui ont demandé au gouvernement de ne pas respecter, eux en tant que parti politique d'opposition, de ne pas respecter. Si eux, ils étaient au pouvoir, est-ce qu'ils allaient faire ce qu'ils demandent là? Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec le temps fait au pouvoir par la jeune, est-ce que la question de l'opération militaire doit être en compte d'actualité? La CEDEAO a dit dès le début que nous priorisons la voie diplomatique, nous discuterons avec ceux qui ont fait le push. Ils ont cherché cette occasion à discuter. Ceux qui se sont refusés, qui se sont fermés au dialogue, c'est les putschistes, ce n'est pas la CEDEAO. On ne va pas revenir sur ces débats-là, on l'a fait longtemps. C'est les putschistes, c'est eux qui n'ont pas voulu discuter jusqu'à aujourd'hui et qui, avec le temps, n'ont fait que se radicaliser dans leur position. Mais est-ce que vous n'avez pas noté... Et quand ils ont essayé, pour ne pas dire faire semblant de discuter avec une délégation de la CEDEAO, quand vous discutez, quand vous rencontrez les gens et que vous discutez, à la fin de la discussion, ce à quoi on doit avoir droit, c'est de dire, bon, nous avons discuté, voilà ce dont nous avons parlé, voilà ce sur quoi nous nous sommes entendus, voilà ce sur quoi nous ne nous sommes pas encore entendus, nous allons poursuivre les discussions. C'est pas ce qu'on a eu. Voilà, ce qu'on a eu, c'est que le général sort le soir pour dire que bon, il y a un calendrier de transition et que ça va durer au moins 3 ans, sans même pas faire mention de ce que la délégation de la CEDEAO a eu à discuter avec. Donc, quand vous êtes, voilà quelqu'un qui porte déjà en tosse aux règles du dialogue, qui porte déjà en tosse aux règles de la négociation, aux règles de la discussion. Et quand c'est comme ça veut dire que ceux-là ont leur calendrier. Et donc, je reviens pour dire que la CEDEAO avait dit, et la CEDEAO continue de dire que leur position, c'est qu'ils vont dialoguer, c'est qu'ils vont discuter, c'est qu'ils vont essayer de trouver les voies et moyens diplomatiques. Maintenant, s'il s'avérait que cela échoue et que le dernier recours serait le recours à la force, c'est la position de la CEDEAO dès le début et qui n'a pas varié dès maintenant. Maintenant, moi je n'ai pas le calendrier de la CEDEAO, personne n'a le calendrier de la CEDEAO. À quel moment cela va être fait? C'est que le moins qu'on puisse dire, c'est que cela ne se fera pas jusqu'à ce que la CEDEAO constate que toutes les possibilités de dialoguer et de ramener la junte à la raison par la voie diplomatique ont échoué. Mais Gadiel Adouvo, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, depuis le 26 juillet à ce jour,
Des jours sont passés, des semaines sont passées, des mois on dirait même. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'option militaire doit être encore d'actualité? Qu'est-ce que vous mettez dans l'option militaire? D'aller déloger les putschistes et de réinstaller Mohamed Bazoum au pouvoir. En réalité, nous en avons déjà longtemps parlé. En réalité, aujourd'hui, si nous allons rester du côté de la légitimité de la masse populaire qui exprime très clairement son avis, nous devons savoir qu'actuellement, la population est bel et bien du côté de la force militaire actuellement qui gouverne. Vous savez, très longtemps, l'Afrique a toujours eu un très grand rapport avec la France-Afrique. Et le réel problème que nous avons très souvent tendance à éviter avec des arguments qui feignent le vice de procédure sont en réalité le grand lien entre ces présidents-là qui sont censés militer pour les intérêts de la population, mais qui malheureusement aujourd'hui sont beaucoup trop stipendiés en fait, à l'ordre occidental. Je ne vais pas de la France-Afrique. Donc en réalité, lorsqu'on parle de la CEDEAO, permettez-moi de toucher... Avant d'aller à la CEDEAO, si vous permettez aussi, non, pour toujours éclairer nos amis internautes, lorsque vous parlez de stipendier, vous décrivez quand même ce qu'il faut enlever, l'état des gouvernances de ces gouvernants-là déchus. Mais est-ce que vous ne trouvez pas une dichotomie que leurs hommes de main qui le font le coup d'État sont désormais célébrés? Le cas du Niger est un exemple, le Gabon aussi, sans occulter d'autres. C'est-à-dire des gens de la garde présidentielle, du président déchu, ceux qui ont aidé le président déchu à accomplir ce qu'on peut qualifier de forfait, du jour au lendemain deviennent célébrés parce qu'on estime que, bon, ils ont fait un coup d'État et donc ils ont dirigé le pays, sans occulter que, par le passé, il y avait des mésententes entre les acteurs. Déjà, la force militaire n'aide pas en fait la force déchue à accomplir ses méfaits. Parce que là, vous faites une erreur en disant que la force militaire aidait. La force militaire, d'après les règles de la hiérarchie administrative, était là pour protéger le pouvoir en place. Donc en réalité, sinon on devrait suivre toutes les règles. Mais si on doit suivre ces règles-là, mais à quel moment la force militaire, elle revient alors? Si on devrait suivre les règles de la légalité, suivez-moi s'il vous plaît. Oui, toujours dans la légalité. Si on devrait suivre les règles de la légalité, il n'y aurait pas de putsch. Parce que c'est clair qu'ils sont là en fait pour protéger le pouvoir en place. Mais à un certain moment, lorsque les plaintes, les complaintes, lorsque la tristesse de la population commence à dépasser même les règles légales, il est important que la force militaire puisse prendre le destin du pays en main. Très longtemps. Est-ce que je peux en revenir à mon ami d'en face qui parle de la CEDEAO? C'est une très belle organisation. L'institution derrière, le projet derrière la CEDEAO est un très beau projet. Mais en réalité, depuis très longtemps, pour tout analyste qui, en tout cas, a une certaine observation, toute froide, de la scène politique, on constate, malheureusement, que la CEDEAO a une tendance à beaucoup plus favoriser les intérêts de l'Occident, au détriment des intérêts des Africains. Qu'est-ce que vous amène à affirmer cela? Par exemple, la CEDEAO n'est nous avons, suivez-moi. Non, je dois vous relancer. Lorsqu'on parle de l'Occident, il n'y a pas que la France qui soit dans le bloc occidental. Mais pour la plupart des gens, c'est la France qu'on indexe. Là, nous n'allons pas faire un débat en prenant en compte ceux qui ne maîtrisent pas le Niger. C'est le cas du Niger. Lorsqu'on parle de l'Occident, si aujourd'hui il y a certaines personnes qui ne comprennent pas ce qu'on met dans le bloc occidental, vous n'allez pas vous plier à ce jeu parce que vous maîtrisez. Mais on parle du Niger. C'est ce que je suppose. Niger. Donc en réalité, lorsque nous parlons au Niger, et on estime que la France manipule la CEDEAO. Voilà. Nous estimons que la France manipule la CEDEAO et ceci n'est pas sur la base de faits anodins. Lorsque nous prenons par exemple le fait que malgré que nous ayons des pays unis, nous sommes dans un cadre actuellement où le peuple nigérien, le peuple malien, le peuple burkinabé soutient avec toute force les coups d'État. Mais c'est un truc qui devrait interpeller la conscience collective. On doit se demander, mais où est-ce qu'on en est? Nous sommes dans un contexte où aujourd'hui la population soutient en fait des personnes qui font des coups d'État à des présidents démocratiquement élus. Le paradoxe est là, au lieu de se demander c'est quoi les causes de cette instabilité, parce qu'un coup d'État c'est une instabilité politique. Au lieu de se demander c'est quoi les causes de cette instabilité, nous restons plutôt là à nous focaliser sur le fait que un président qui a été démocratiquement élu soit déchu. Il est déchu. Maintenant, avec le soutien de la population. Même si nous prenons le cas de la France aujourd'hui. Et si nous devrions baser la France aujourd'hui. Si la CEDEAO était aussi légitime que ça. Et que Emmanuel Macron avait un coup d'État aujourd'hui, il y aurait forcément des gens dans les rues pour applaudir ce coup d'État. On est d'accord? Est-ce que je peux continuer? Non, allez-y. Non, je ne suis pas là pour vous laisser parler uniquement et dire ce que vous voulez. Alors, en réalité, je parlais. Lorsque nous sommes dans une population, dans une pluripopulation, parce qu'en réalité, il ne s'agit pas seulement du Niger, il s'agit du Burkina, du Mali, et toutes ces populations-là ensemble soutiennent les coups d'État.
il y a lieu de se poser des questions. Et actuellement, nous sommes dans un débat qui a des bases historiques. Aujourd'hui, la raison pour laquelle on déchoit ces présidents n'est pas seulement des causes de mauvaise gouvernance. C'est plutôt l'accord qui est devenu carrément inconcevable entre la France et ces pays-là, qu'actuellement la population ne veut pas. Et c'est pourquoi tout le monde parle du sentiment anti-français. Vous en avez parlé tout de suite. En réalité, pour moi, ce n'est pas un sentiment anti-français. C'est plutôt une réponse froide, objective et calme vis-à-vis de plusieurs années. En réalité, le lien et le rapport entre les colonisateurs et les pays colonisés n'a pas évolué. Moi, je ne sais pas, ne pas évoluer. En fait, pas du tout. En réalité, je suis exactement pour une optique de traitement entre les pays occidentaux et les pays africains. Aucun pays ne se développe en autarcie. Même la grande Russie a des alliés. Mais il est important que les rapports soient égalitaires. Et c'est cette absence d'égalité entre les rapports qui tient notre problème. Comment est-ce qu'on peut concevoir aujourd'hui, par exemple, que la monnaie que nous utilisons, par exemple, dans notre pays, soit une monnaie qui n'a pas sa base de fabrication dans notre pays? Le franc CFA se fabrique en Chamalia, en France. Et là, on essaie de trouver le lien de paternalité inobjective entre ces pays occidentaux-là et l'Afrique. Mais il y a quand même certains intellectuels africains qui ont du mal à le cerner. Moi, je me dis que c'est plutôt... Tout le monde voit le problème, en fait. Mais personne n'a envie de le dire parce que, voilà, on se dit, c'est mieux d'éviter. Il y a des choses qui sont faciles à dire aussi. C'est une rhétorique. Mohamed Liamidi, on va progresser dans le débat. Vous savez, on parle de la crise politique au Niger et certains trouvent derrière la CEDEAO, derrière cette décision, la France qui instrumentalise. Nous savons que la CEDEAO n'est pas composée que de pays francophones. Alors, il y a une inquiétude, une interrogation qui subsiste dans les esprits. Comment comprendre que le Nigeria, puissance, puisse être instrumentalisée par la France à des fins politiques? Ce sont tout simplement des adeptes de la théorie du complot. Un complot qui n'existe pas. La France-Afrique dont ils parlent même n'existe même plus. Parce que quand j'entends les gens dire comment se fait-il que... Qu'est-ce que vous amène à affirmer que la France-Afrique comment se fait-il que la monnaie que nous utilisons n'a pas sa base de fabrication? Il y a plein de pays en Afrique dont les monnaies sont utilisées, ne sont fabriquées en Europe, en Allemagne, un peu partout. Et vous trouvez que c'est normal? Pourquoi est-ce que la base de fabrication, la monnaie, l'euro n'est pas par exemple... Écoutez-moi, pourtant le fait de cela, ça ne les empêche pas d'évoluer, ça ne les empêche pas de nourrir leur population, ça ne les empêche pas... Est-ce que c'est accord égalitaire? Quand je tiens de parler, je ne vous ai pas coupé. Ça ne les empêche pas de faire face aux besoins de leur population, ça ne les empêche pas de progresser selon les objectifs qui se sont fixés. Eux, ils savent là où sont leurs intérêts et ils y vont. Première chose. La deuxième chose, si vous trouvez aujourd'hui que les coups d'État sont les moyens de régler les dysfonctionnements du processus démocratique, c'est que vous n'avez pas encore compris. Parce que depuis que les coups d'État se font, les problèmes ont été réglés. Il y a toujours eu coup d'État. Peut-être même que ça va continuer. Parce que s'il y a des gens comme vous qui continuent de penser que les coups d'État sont le moyen plutôt de régler les dysfonctionnements du processus démocratique, ça veut dire qu'on n'en a pas fini. Parce que depuis qu'on fait les coups d'État, ça a réglé quel problème? La preuve, c'est qu'au Burkina, là, la journée du lundi, du mardi au mercredi, ils ont passé le temps pour finir par démentir qu'il y a eu tentative de coup d'État qu'on veut arrêter les gens. Et ceux-là, Ibrahim Traoré et sa bande ont dit que ceux qu'ils ont arrêtés là ont tenté de créer le chaos dans le pays, d'amener le dysfonctionnement. Ce que eux ils ont fait là, comment on appelle ça? Ce qu'il y avait eu avant eux pour qu'ils viennent faire ça là, comment on appelle ça? Ça veut dire que le coup d'État, ils reconnaissent implicitement que le coup d'État n'est pas le moyen pour régler le dysfonctionnement. J'ai une question. Quand vous parlez de rue qui soutient les putschistes, la rue ne gouverne pas. C'est là où j'allais en venir, Mohamed Liani, bien évidemment. Lorsqu'on parle de populations qui sortent, lorsqu'on parle de soutien populaire et autres, on a fait un constat avec nos pays africains. Un président élu, 6 mois après, tout le monde est mécontent. Et cela s'observe de plus en plus, même dans les pays occidentaux, où on voit quand même une fronde contre les dirigeants. Même on s'interroge de savoir, véritablement, c'est quoi le peuple? C'est quoi les véritables populations là qui demandent quoi? Vous savez, quand il y a élection, d'abord, vous notez avec moi que le processus démocratique, même s'il n'est pas meilleur, même s'il reste imparfait, même s'il a beaucoup d'imperfections, ça reste le meilleur moyen d'entendre le peuple. Parce que la rue ne gouverne pas. Quand les gens se mettent dans Est-ce que la démocratie est faite pour l'Afrique? La démocratie, elle est universelle. C'est quoi la démocratie? Mais est-ce que le modèle que nous copions
de l'Europe, de l'Occident, si on doit le dire ainsi, est-ce que celui-là est adapté à nos réalités? Ce n'est pas eux qui sont venus nous plaquer nos constitutions. Ce n'est pas eux qui sont venus nous dire comment on doit organiser. La plupart de nos pages de constitution, nous avons manqué tout le temps. Des phrases depuis que nous avons accédé au renouveau démocratique, depuis que nous avons fait le choix du renouveau démocratique, ce que nous avons manqué de faire, c'est de réfléchir constamment. La démocratie, il faut être en quête perpétuelle de la démocratie. Elle est dynamique, elle évolue, on ne peut pas s'arrêter. Donc nous devons continuer tout le temps par mener la réflexion pour voir comment allons-nous améliorer ce que nous faisons. En réalité, le problème n'est pas de dire, ou du moins la solution n'est pas de dire que le Bénin, le Sénégal, le Ghana, le Nigeria, nous sommes des pays démocratiques. Mais c'est de dire jusqu'où nous sommes prêts à aller. Quel est le sacrifice que nous sommes prêts à faire pour rester un pays démocratique et pour rester une vraie démocratie. C'est ça le problème. Et quand on va se pencher sur ces aspects-là de la chose, quand on va continuer par réfléchir à la quête perpétuelle de la démocratie, nous allons trouver que nous avons toujours des choses à corriger, mais ça reste toujours le moyen le plus consensuel d'écouter le peuple. Parce que quand les gens se mettent dans la rue, ils expriment quoi? Ils expriment rien. Ils expriment un sentiment du moment qu'ils n'auront peut-être plus le lendemain. Quand on va régler ce problème-là qu'ils sont en train d'exprimer dans la rue, là, le lendemain, ils ont d'autres problèmes. Et c'est ça ce que vous êtes en train de dire tout à l'heure, que 6 mois après, les gens ne sont pas contents. Quoi qu'il en soit, ce que nous avons à faire qui est le mieux, c'est que chaque fois que nous sommes mécontents, quand on a la possibilité d'aller tant qu'on aura la possibilité d'aller dans les urnes et de manifester son mécontentement, il faut le faire pour que l'on comprenne que voilà ce que les gens ont dit. Et il n'y aura jamais de volonté. Il n'y aura jamais de volonté populaire. La volonté populaire n'existe pas, puisque nous sommes en démocratie. Il n'y aura toujours que la volonté générale. Merci. C'est le grand nombre qui l'emportera sur la minorité. C'est toujours comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter, qu'il ne faut pas prendre en compte les préoccupations de la minorité. Mais ce que la majorité estime, c'est sur ça qu'on va se baser pour pouvoir conduire. Maintenant, s'il y a des failles, on va toujours chercher à corriger en tenant compte des préoccupations de la minorité, c'est tout. Alors, regardez, tout à l'heure, vous étiez en train de parler des coups d'État, vous étiez en train de parler des intérêts de l'Occident, de la France, Afrique et autres. Mais il y a un constat. Est-ce à dire que le coup d'État s'effectue en fonction de la faiblesse du chef de l'État qui est en place? Parce qu'il y a des chefs d'État qui sont au pouvoir depuis des décennies et qui sont toujours en place en toute quiétude. Est-ce à dire que leur armée n'est pas active ou bien il n'y a que coup d'État, ou bien leur population est tellement contente d'eux? Nous avons par exemple le cas du Cameroun, appelons un chat, nous avons le cas du Congo et bien d'autres pays, mais pourtant, il n'y a pas de coup d'État, par exemple. Déjà, malheureusement, je ne suis pas le journaliste, sinon, la question qui me plaît tout de suite de vous poser est de savoir, est-ce que vous trouvez normal que des chefs d'État soient, depuis des décennies, encore sur la tête des pays africains que nous estimons jusque-là démocratiques? Non, si je dois vous répondre, ce n'est pas une question. Vous posez la question de savoir, est-ce que vous pensez que les textes que nous appliquons, est-ce que les textes là sont en adéquation avec nous-mêmes? Est-ce que selon vous, vous pensez que nos constitutions, nos institutions sont en conformité avec nos aspirations? En réalité déjà... Parce que le tout, si le système est mal formé, si le système est mal conçu, on découpait la tête de l'hydre et une autre poussera. Alors, si le système est mal conçu, ça veut dire le problème n'est peut-être pas Mohamed Issifou. Le problème, c'est sûrement le système politique. Déjà, la plupart de nos lois positives, notre système politique, déjà, Mohamed Issifou a eu une très grande habileté à ne pas le reconnaître. Ça m'a étonné, parce qu'en réalité, nous sommes, vous avez même failli le reconnaître, nous sommes presque une copie conforme des systèmes politiques occidentaux. Nos tests, même le code civil, parce que moi je suis juriste, le code civil, le code pénal, nous avons sur plusieurs plans trop de rapports avec la France. On sent clairement que ce n'est pas un travail fait en consensus par les Africains, mais c'est un travail qui nous a été proposé et sans réflexion aucune nous avons plaqué ça. Il y a ce problème qui est là. Le second problème... Vous pouvez réfléchir. Le second problème, c'est déjà, même si ces tests-là sont critiquables, étant donné que ça ne prend pas en compte notre contexte socio-historique, c'est fortement critiquable. Maintenant, les tests ne manquent pas de bonté. Mais est-ce que ces tests également sont respectés? Déjà, le monsieur en parlant tout de suite a complètement délégitimé l'opinion populaire. C'est-à-dire que l'opinion populaire n'a pas de place parce que nous sommes dans un processus complètement juridique où on devrait faire tout de la façon la plus normale possible. Mais est-ce que ce serait possible si actuellement, par exemple, j'aimerais bien lui poser la question de savoir quelle action lui pourrait mener de façon légale actuellement pour exprimer un mécontentement vis-à-vis d'une politique mise en place par le gouvernement. On donne la faille que moi je trouve principalement la démocratie, c'est qu'on donne seulement la possibilité en fait aux citoyens d'aller voter ceux qui ont pris des décisions. Et c'est là que ce que je vais appeler la dichotomie s'est créé, parce qu'en réalité, à un moment, la population, la masse populaire, a décidé d'aller lui-même
elle-même plutôt, prendre en main son destin. Lorsque, par exemple, on prend le cas du Niger, lorsque, par exemple, on fait un coup d'État au Niger, déjà, en parlant, mon ami d'en face tout de suite a parlé de, qu'on va dire, de coup d'État pour essayer de régler les failles de la démocratie. C'est faux, c'est faux. Les coups d'État ne viennent pas pour essayer de régler les failles de la démocratie parce que... C'est pas moi qui le disais, c'est vous qui le disiez. Non, c'est vous qui Puisque vous avez dit que l'armée doit, à un moment donné, quand ça ne va pas, venir intervenir. Donc, c'est ça que je dis. Permettez-moi de m'expliquer, peut-être que vous avez une très mauvaise compréhension de mes propos. En réalité, les coups d'État ne viennent pas en fait pour régler les problèmes, les failles de la démocratie. Les coups d'État actuels, en tout cas les coups d'État que nous sommes en train d'avoir depuis plusieurs années, plusieurs mois, sont des coups d'État qui viennent mettre fin à un système qui lie de façon déloyale les pays africains, en tout cas les pays du Sahel, et c'est certains autres, et la France. Et la France. Et donc en réalité, ces coups d'État-là, il faut ouvrir la porte à la Russie. Il faut ouvrir la porte à la Russie. Déjà, plusieurs personnes l'ont dit, nous ne voulons pas truquer un colon pour un autre. Si vous pensez qu'en réalité, nous voulons quitter la France pour aller nous mettre en fait sur « Ouais, tonton Russie, s'il te plaît, accueille-nous », c'est une grosse erreur parce que la même histoire va se reproduire. Il faudrait que l'autodétermination puisse s'exprimer. Mais vous savez que c'est des questions de rapport de force. D'où vient le rapport de force de ces militaires aujourd'hui? L'autodétermination, c'est un truc qui doit s'expliquer de la façon la plus éloquente possible parce que si aujourd'hui les pays africains s'unissaient, créaient un bloc compact, je crois qu'il ne ferait pas forcément une force égale. On a vu le autour de Kadhafi dans ce pays. Permettez-moi, Kadhafi, si nous allons entrer dans le dossier Kadhafi, on peut en parler. Kadhafi, comment il est mort? Ce sont vous, les Africains même, qui ont contribué. Alors, lorsque vous parlez, n'essayez pas de jouer à un jeu de rôle. Non, c'est pas un jeu de rôle. J'ai la police des débats et je ne dois pas permettre à ce que tout ce qui doit être dit. C'est vous qui avez abordé le sujet Kadhafi, pas moi. Oui, je voudrais relancer par rapport à ça. Lorsqu'on parle de coup d'État, on a constaté pour la plupart du temps que la plupart des présidents qui viennent au pouvoir par coup d'État n'en partent plus. Alors, est-ce un moyen loyal et légal d'accéder au pouvoir? Au moment où d'autres sont élus pour être au pouvoir, sur la base d'un projet de société, il suffit juste qu'on ait un treillis et tout de suite, on prétexte de mots qui minent un pays, qui ne manque nulle part au monde. Si quelqu'un a les moyens de faire un coup d'État à Poutine, même en Russie par exemple aujourd'hui, il serait peut-être applaudi, suivant dans les rues, également. Parce qu'il y a sûrement en Russie des gens qui veulent que Poutine quitte le pouvoir, par exemple. Alors, lorsque je suis militaire et que j'accède au pouvoir, je viens peut-être pour une transition. Mais on constate que ces chefs de transition-là sont candidats, généralement, pour la plupart du temps, à leur propre succession. Les procès de coup d'État ne sont pas totalement encadrés. Il y a beaucoup d'écartements, nous sommes d'accord, mais il va falloir faire un choix entre des gouvernants élus démocratiquement, mais qui installent toute la mafiosie à la tête de l'État, qui se permettent de mal gérer les ressources et se permettent en fait d'ouvrir les portes en fait à des pays occidentaux qui viennent avec armés de leur patriotisme, pas un patriotisme qui doit forcément servir les États de l'Afrique, un patriotisme dirigé en fait vers leur pays et ceci est totalement légitime. Ce patriotisme-là ne sert pas les Africains. Nous en devons faire un choix. On sait, président là démocratiquement élu, ouais, élu parce que nous avons voté avec toutes les voix légales. Faudrait qu'à un moment les Africains puissent complètement. Mais est-ce qu'ils agissent seuls, ces présidents? En réalité, est-ce qu'ils agissent seuls, ces présidents? J'ai compris également que la tête, l'élite africaine, en fait, pourquoi est-ce que moi je les appelle les élites? Parce que c'est eux en fait qui sont censés ouvrir les yeux. Malheureusement, ils se font encore instrumentaliser par un système constitué d'abord d'édits, d'écrits, l'égalité, ce qu'on doit faire, ce qui doit être fait. Mais malheureusement, d'un point de vue concret, rien ne se fait. Moi, je préfère par exemple un président qui s'éternise au pouvoir, mais qui actuellement assure l'autodétermination des peuples africains. Qu'un président qui vient, qui fait 5 ans, 10 ans, mais pendant les 5 ans et 10 ans, en réalité, on constate, lorsqu'on fait un bilan concret, honnête surtout, on constate en fait que les intérêts d'autres puissances ont été beaucoup plus favorisés que les intérêts de ces pays-là. Et ça se constate à travers plusieurs faits. Est-ce que vous ne sentez pas que vous contredisez? Il n'y a pas de contradiction, parce que surtout lorsque, par exemple, je parle de chamalière, du fait que nous ne sommes pas capables d'installer notre propre fabrique de monnaie dans notre pays, et que mon ami d'en face me dit, par exemple, que ceci n'a pas empêché d'autres pays de se développer. Donc lui trouve totalement normal le fait que nous soyons des pays dits démocratiques, des pays dits libres, des pays considérés comme des pays indépendants. Mais jusque-là, nous sommes à un degré où nous sommes obligés de tendre la main, avoir
la monnaie aujourd'hui qui est le moyen le plus important de domination de Et vous trouvez normal que quelqu'un s'éternise au pouvoir parce qu'il est en train de développer? Je trouve normal, je trouve que une personne qui s'éternise au pouvoir, mais qui a des intérêts patriotiques et d'autodétermination, vaut mieux qu'une personne qui fait 50 ans et qui aurait dit tout comme Ali Bongo. Qui s'éternise au pouvoir, comme vous le dites. Mohamed Liamidi, nous avons notre sujet. Ce n'est plus un président, c'est un monarque. Qui nous réunit ce matin. Nous sommes dans une république. Personne n'a jamais éprouvé la démocratie. Nous sommes dans une république. Donnez-moi des exemples de pays très développés, sans antécédents historiques. Si vous me permettez. Donnez-moi des pays très développés, sans antécédents historiques. Comment régler la question du Niger aujourd'hui? La question du Niger, c'est une question. J'ai déjà répondu à la question. Parce que la crédibilité de la CEDEAO est en jeu. Qu'est-ce que vous voulez à la CEDEAO? Vous voulez que la CEDEAO faiblisse? Qu'ils disent non, bon, maintenant on laisse les petits faire, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent et que bon, ça n'a qu'à continuer comme ça, c'est ce que vous voulez? Le Bénin aussi paie des intérêts dans le même temps. On a comme l'impression qu'on est dans un dilemme. J'ai déjà répondu à la question. Ce n'est pas le fait de dire qu'on est démocrate, c'est le fait de. L'ultime question, c'est de dire quel est le sacrifice qu'on est prêt à consentir pour rester un pays démocratique. Ça fait partie des sacrifices pour rester démocratique. Si nous voulons que la démocratie règne, que tout autour de nous la démocratie règne, que la démocratie demeure le moyen par lequel on entend le peuple, il faut être prêt à consentir des sacrifices. Et en réalité, il n'y a pas de système démocratique tel que vous essayez de le faire comprendre parfaitement élaboré. Ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. La démocratie la plus vieille au monde, les États-Unis, a été secouée dernièrement par les agissements du président Trump. Mais simplement parce que les institutions de la République, les institutions démocratiques sont restées fermes, sont restées fortes. Le pays a pu rester debout. Donc c'est ce que nous devons faire. Nous devons seulement travailler à des institutions que nous ayons des institutions fortes qui s'imposent aux hommes au lieu d'hommes forts. Pour que la volonté du peuple soit toujours maintenue. Merci pour c'est tout ce qu'il faut faire. Conclusion. Il n'y aura jamais de démocratie parfaite. Merci. Mais nous avons besoin d'avoir le champ de ce sujet est assez vaste. Je pense que peut-être dans les jours à venir, on va peut-être y revenir pour davantage d'analyse. L'autre sujet qui nous réunit ce samedi, c'est également lié à cet incendie meurtrier qui a eu lieu à Saint-Mécraqué le samedi dernier, qui a coûté la vie à des compatriotes. On en parle depuis dimanche dernier sur les radios, sur les télévisions, de part et d'autre dans la presse locale également et hors de nos frontières. L'essence de contrebande revient d'actualité. Comment lutter contre ce fléau? Gadiel Adonvor, quelles ont été vos impressions, quel a été votre état d'esprit lorsque vous avez appris l'effectivité de cet incendie-là? Ma consternation était à son summum et je vais commencer déjà par dire mes condoléances avec toutes les émotions que cela demande aux familles éplorées, parce que perdre 30 personnes d'un coup comme ça, je crois que c'est un truc qui doit faire mal. Et plus tant de personnes et beaucoup de blessés qui ne vont forcément pas s'en sortir, parce qu'il faut avoir le courage de le dire. Je trouve déjà qu'il est très important que la population puisse comprendre, parce qu'habituellement, ils ont l'habitude de diaboliser toutes les mesures, toutes les politiques internes prises par le pouvoir en place. Lorsque le pouvoir prend une décision, on commence à voir l'autorité comme étant un ennemi. Et depuis plusieurs années, l'essence de contrebande était illégale dans le pays du Bénin. Et il y a eu plusieurs moyens pour combattre cela. Il y a eu même des casques qui ont été effectués. Mais malheureusement, le peuple ne voulait pas comprendre, justement parce qu'il y avait un aspect social très très important à prendre en charge. L'essence de contrebande aujourd'hui aide plusieurs familles à s'en sortir. Moi, si moi dois être totalement honnête, en réalité, moi je suis prêt même jusqu'à demander l'éradication totale, l'interdiction de ce truc, parce que si nous allons faire peser le pour et le contre entre les bienfaits sociaux du fait que plusieurs personnes, du fait que plusieurs familles continuent de survivre grâce à cette activité, et le fait qu'en un seul clic, en moins de quelques secondes, on puisse perdre autant de personnes, je trouve que moi, mon choix est bien fait. Néanmoins, ce que moi je dois dire, c'est que, étant donné qu'il y a une mutation de la décision gouvernementale, parce qu'au début, leur politique c'était l'éradication, mais maintenant on a constaté qu'ils ont évolué dans leur approche. Aujourd'hui, ils parlent d'assainissement du secteur. Il y a déjà la proposition qu'ils ont effectuée de mettre en place des mini-stations qui vont complètement réformer le système. Oui, c'est un moyen beaucoup plus efficace pour éviter les dégâts. Bien à part ça, il y a une reconversion. Je ne sais pas si vous avez suivi les propos de M. Wadaï. Il y a une reconversion des personnes, des acteurs sur ce système-là qui iront vers d'autres activités. Ça a déjà commencé, d'après ses propos. Après coup, il y a eu près de 5000 personnes qui auraient été reconverties en matière qui ont quitté le secteur de la contrebande pour d'autres secteurs manuels et ils vivent décemment aujourd'hui. Mais en réalité, aujourd'hui, en tout cas, ce que moi je compte exprimer principalement, c'est que la population puisse voir que lorsque parfois des politiques internes au gouvernement disent on doit interdire l'activiste, ce n'est pas forcément pour le faire du mal. Parfois,
le gouvernement va beaucoup plus loin que la caste populaire qui est beaucoup plus indigène. Alors, Mohamed Liamidi, incendie d'un entrepôt de contrebande à Saint-Craqué, votre opinion? C'est triste quand des situations comme ça arrivent dans un pays où nous ne sommes que 12 millions et qu'on a besoin de tout le monde pour construire la nation. Et que l'effort de tout le monde est important dans le développement auquel nous aspirons tant. Ce qui est arrivé est triste, mais ce qui est arrivé était prévisible. Parce que la cause de ce qui est arrivé est connue depuis longtemps. Et quand on parle de l'éradication, tout le monde s'entend sur la chose. C'est le comment le faire qui est le problème et qui demeure le problème. Moi, je voudrais me prendre un peu de la hauteur par rapport à l'émotion qui peut entourer la chose, par rapport à tout ça. Ça n'est pas ça qui va nous sortir d'affaire. Parce que ce qui est arrivé là, et que des citoyens ont péri dans le feu, c'est des Béninois qui sont morts. Mais ces Béninois-là, ils sont tout autant Béninois ou ils ne sont pas plus Béninois que le jeune qui a connu aussi la mort à Calavi dans le même mois de septembre. Le jeune Martin Nga, c'est toujours un Béninois. Il n'est pas moins Béninois que les 35 personnes ou les 40 personnes qui ont péri dans le feu à craquer. Et donc, voilà des problèmes qui arrivent. Et quand ça arrive, pourquoi devrait-il y avoir disparité? Moi, je pense que tous les problèmes méritent d'être posés et qu'on puisse mettre les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Quand ça arrive dans le pays, il faut qu'on en parle. C'est seulement en parlant qu'on pourra apaiser tout le monde et qu'on pourra protéger nos institutions parce qu'elles peuvent être aussi faillibles. Pour parler de la police, elles peuvent être faillibles. Il ne faut pas concevoir que la police ne peut pas être du tout faillible. Mais dans le cas c'est en parlant de ça qu'on pourra protéger. Maintenant, si je reviens à ce qui s'est passé, c'est bien. J'ai entendu le ministre Ouada y parler des ministrations, de la reconversion. Ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais est-ce que vous pensez que les acteurs auront les moyens pour... Avant même d'en venir là, parce que quand vous parlez de reconversion et tout, un métier ne vaut pas un autre. Celui que vous voulez reconvertir, vous voulez lui demander d'aller faire telle ou telle chose. Est-ce qu'il a les compétences, les moyens de la chose pour pouvoir le faire? Ça, c'est une chose. Peut-être que l'État va accompagner. Ceux qui demandent, évidemment, qui posent la question de la formation. Ça, c'est un pan. L'autre pan, ministration, tout ça, c'est bien. Mais ça règle seulement un aspect du problème. Ce n'est pas la solution à ce qui est arrivé à craquer. Parce que ce qui est arrivé à craquer, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de ministration du tout. C'est un entrepôt qui a pris feu et qui a consumé tous ceux qui étaient là. Et donc, s'il y a les ministrations, ce qui est une bonne chose, ce qu'il faut continuer, ce qui est très bien. Mais à la base, il faut aller à la base pour ne pas devoir prendre l'effet pour la cause. Parce que j'ai lu le ministre de la décentralisation demander au maire, au SU, de recenser les dépôts comme ça sur des trucs. C'est pour en faire quoi? C'est pour fermer, pour dire qu'on ne doit plus déposer. C'est pas ça qui va régler le problème. Les gens vont toujours continuer le moyen. Cet entrepôt-là, je ne suis pas sûr qu'il y a une décision légale qui a permis aux gens d'entreposer le truc-là. Je ne suis pas sûr, à moins que je me trompe. Et donc, pour aller plus loin, le problème se trouve à quel niveau? C'est qu'il faut prendre le secteur globalement et aller à une réforme. La réforme est en cours. Parce que quand on prend les ministrations là, l'essence qu'on veut vendre dans les ministrations là, est-ce que c'est l'essence qui vient par les ports? Ce qui a brûlé à craquer là, ce n'est pas venu par les bateaux, hein. Ce n'est pas venu par le port de Cotonou. C'est venu par des chemins que nous connaissons, mais qui ne sont pas des chemins officiels. C'est ça en fait le problème. Et donc, tant que ce problème serait là, qui ne serait pas réglé, on risque de continuer par assister à ce qui est arrivé. Donc, il faut aller plus loin pour voir comment faire en sorte qu'à la source, tout le monde ne puisse plus importer. Que ceux qui importent, que ceux qui stockent, parce que le problème s'est posé là au niveau du stockage, parce qu'il y a l'importation, il y a le stockage et il y a la distribution. Les ministrations concernent seulement la distribution. C'est-à-dire qu'on veut professionnaliser. Certains aussi qui meurent lors du transport. Voilà, donc on veut professionnaliser la commercialisation. Donc si on est là, il faut aller plus loin pour voir comment le stockage se fera de façon sécurisée et voir maintenant l'importation même du produit, comment ça vient là. Comment faire en sorte que tout le monde ne puisse plus importer pour que ce qui est arrivé là n'arrive plus. Et pour que même au niveau des administrations, que les choses puissent bien marcher. Donc, il faut aller plus loin. La chose de contrebande, et je précise encore une fois que ce qui est fait là, l'administration, c'est une bonne chose. Mais il faut aller
plus loin et réformer entièrement le secteur. L'État veut bannir les centres de contrebande. Une réforme est en cours avec l'installation un peu partout des mini-stations de part et d'autre. Mais on parle de reconversion. Est-ce que vous pensez que cela va être facile? Est-ce que vous pensez que les acteurs de part et d'autre que nous voyons habituellement au bord des voies auront les moyens d'acquérir les mini-stations? Je crois qu'il y a une politique en place que l'État a instaurée dans le but d'accompagner ces personnes-là pour leur faire une reconversion effective. Si je m'en tiens au propos du ministre de l'économie, je crois, Wadaï, il a dit que la politique a même déjà pris un très bon début à Zé. Par exemple, il y a près de 5000 personnes, je m'en tiens strictement à ces propos, qui ont été reconvertis, qui ont commencé des activités beaucoup plus décentes et légales en République du Bénin. Donc l'éradication pourra se faire déjà si l'État propose effectivement des points de sortie pour ces personnes-là qui vivaient entièrement de la commercialisation de convertir de l'essence de contrebande. Mais si à partir de l'instant où l'État aide, il propose des points de sortie pour eux, et qui sont peut-être quand même à vouloir continuer l'activité, je crois que ce sera le moment de sévir, parce que à partir de l'instant où on te pose des échappatoires, mais que tu préfères quand même rester collé à ton activité illégale, avec le danger que cela demande, tu deviens non seulement un problème à régler pour toi, également un risque pour tous ceux qui sont autour de toi. Donc en réalité, à partir de cette instance-ci, effectivement, l'État pourrait mettre en place, comme l'a si bien dit notre ministre, des politiques pour aider ces personnes-là qui ont cette activité. L'éradication à travers le civisme pourra se faire avec toute la politique que cela va demander. Et j'aimerais même mettre un accent sur les propos de mon ami d'en face qui assure réellement de la façon la plus effective possible et prendre les problèmes depuis la base, parce qu'il y a un grand problème de transport qui se pose. Déjà, l'approvisionnement là-bas, il faudrait qu'on puisse, si c'est possible, de couper la chaîne d'approvisionnement pour qu'en fait, après, on n'en vienne même pas jusqu'au transport, avant qu'on ne parle de mauvais stockage. Si on peut le faire, moi, ça m'irait à ravir. Avec le problème depuis la base. Alors, Mohamed Liamidi, vos espérances par rapport à cette lutte contre l'essence que nous appelons le paillon, pour finir. Vos espérances. Si nous prenons le problème tel que je viens de le poser, ce qui est fait par l'État, les mini-stations dont on parle, c'est déjà un début. Ce que j'espère, c'est que l'on puisse aller plus loin. Aller plus loin pour trouver comment faire en sorte que dès la source, que le problème soit réglé à la base. Et c'est seulement en faisant cela qu'on va, une fois de moins, qu'on va durablement lutter contre ce que nous avons, mettre fin, j'allais dire, à ce que nous avons vu samedi, qui est quelque chose de tout à fait déplorable et que nous souhaitons que cela n'arrive plus. Et si ça ne doit plus arriver, c'est en prenant en compte ce que nous avons dit, c'est en prenant en compte le fait que quand tout ce qui doit être fait mérite d'être bien fait et que si le gouvernement fait quelque chose qui est bien, c'est déjà un pas qu'il faut reconnaître. Maintenant, il faut souhaiter que l'on aille plus loin pour régler le problème définitivement. Merci à vous, Mohamed Liamidi. Je rappelle que vous êtes consultant en communication politique. Vous étiez face à Gadiel Adoumvo, analyste politique. Chers amis internautes, c'était à l'instant Info Hebdo de ce samedi. On se retrouve demain dimanche pour l'invité.